Donc Marie-Pierre Gagnon détient un doctorat en santé communautaire et elle est professeure titulaire et chercheuse à la faculté des sciences infirmières de l'Université Laval à Québec. Et elle est aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada en technologie et pratiques en santé. Sa présentation s'intitule « Les outils technologiques pour bien vieillir, qu'en dit la science ?» Merci beaucoup. Bonjour. Je suis très heureuse d'être ici parmi vous. Donc, oui, j'ai fait le voyage, mais on m'a gentiment invitée. Disons que c'était facile d'accepter. Je crois que ce qui se passe ici, cette prise de conscience autour des technologies, comment les technologies peuvent être une façon d'améliorer les services, les soins et services pour des populations, notamment populations âgées, pour les soins à domicile. Ça me touche personnellement et j'ai bien apprécié également la mise en contexte avec les gens d'ingénierie. Et je n'est pas parfaite. Alors, cette révolution 4.0, en sommes-nous là en santé? Donc, je crois que non. Et la présentation d'aujourd'hui, en fait, va venir peut-être apporter quelques éclaircissements sur ce qui en est réellement du point de vue scientifique. Parce qu'on peut nous faire de belles promesses que la technologie est présente et qu'on est déjà dans la révolution. Par contre, il faut regarder aussi la science. C'est pour cette raison que les chercheurs, professeurs, nous intéressons à comprendre, mais avec des approches, disons, un peu plus rigoureuses pour savoir vraiment qu'est-ce qui en est. Donc, cette présentation va porter sur des travaux que j'ai réalisés avec mon équipe qui portaient à faire une synthèse des connaissances. Donc, c'est ce que je vais présenter. Alors, pour ce qui est du contexte, donc, ce n'est pas un secret pour vous qui travaillez probablement aussi avec les personnes âgées et qui, dans votre vie aussi, êtes en contact avec des parents qui deviennent âgés également. Donc, on estime qu'en 2030, il va y avoir près d'1 milliard de personnes âgées de 65 ans et plus. Donc, ça va former plus de 12 de la population mondiale. Et ces personnes âgées qui grandissent, bon, les baby-boomers et les générations qui suivent, veulent rester actives, ont vécu là, justement dans cette société de liberté dont on parlait tout à l'heure et ne voudront pas nécessairement renoncer à cette liberté et vont vouloir continuer à demeurer actives dans la vie sociale. Cependant, avec le vieillissement de la population, il y a également les problématiques physiques, physiologiques, notamment l'avènement, la croissance de maladies chroniques, aussi la réduction de la mobilité qui peut avoir un impact sur la vie sociale, donc plus d'isolement, également plus de dépression chez les populations âgées. Donc, devant ces problématiques-là, on peut voir les technologies comme étant des solutions potentielles. Alors, il y a un concept dont on discute abondamment, qui est celui du vieillissement en santé. Donc, il y a peut-être une dizaine d'années, comme vous dites, c'est 10 ans en arrière, je trouve ça joli. Le concept de vieillissement en santé a commencé à émerger. Et si on prend la définition ici qu'on a adaptée, de la Suède, il s'agit d'un processus qui vise à optimiser les opportunités pour la santé physique, mais aussi sociale et mentale, afin que les personnes âgées puissent prendre une part active à la vie en société, sans discrimination, et puissent également avoir une vie indépendante et de qualité. Alors, c'est un beau concept, et encore là, on peut voir des apports potentiels de la technologie afin de favoriser cette participation. On parle aussi du vieillissement actif, qui est un concept très relié. Parfois, on va dire le vieillissement actif et en santé pour vraiment relier les deux. Bon, c'est certain qu'actif, si la mobilité est réduite, une personne est alitée, on est un peu moins actif, mais on peut être actif au niveau cognitif également. Donc, ce sont des concepts très présents actuellement. Si on regarde maintenant, vous avez vu tout à l'heure, je crois, qu'ils vous ont présenté certaines données sur l'utilisation des technologies. Alors, j'ai regardé un petit peu les données récentes. OK. On voit bon, que les personnes âgées et les proches aidants utilisent de plus en plus les technologies, les outils technologiques. Ici, chez les 50-64 ans,
Donc, il y a 97% des adultes. Ce sont des données américaines du Pew Research Center, mais je pense qu'en Europe, ça s'applique aussi très bien. Et 80% chez les 65 ans et plus ont un téléphone portable. Pour ce qui est des réseaux sociaux, donc 61% des 50-64 ans et 36% qui utilisent... J'ai pris Facebook parce que c'était celui qui était le plus utilisé. Les autres plateformes étaient utilisées un petit peu moins, donc c'est vraiment Facebook qui a encore la cote chez les adultes plus âgés. C'est peut-être la tendance change un peu, mais Facebook reste quand même le plus populaire. Donc, et il y a une croissance. Si on regarde les courbes, je ne vous ai pas mis les tableaux ici, vous pouvez consulter la référence. D'ailleurs, à la fin de la présentation, il y a les références. Donc, si vous désirez avoir plus d'informations, je vais vous laisser aller consulter. Mais on voit vraiment une courbe et la croissance est assez rapide chez les tranches de population 50, 64 et 65 et plus. Donc, devant tous ces changements, cette révolution attendue, on croit vraiment, je pense que c'est partagé par plusieurs acteurs, que les outils technologiques pourraient contribuer à améliorer, disons, la prise en charge, la santé, et tout ça passerait par un mécanisme, si on veut, d'empowerment. On vous a parlé de la connaissance tout à l'heure. Donc, la connaissance... bien sûr, c'est le pouvoir. Et dans le terme empowerment, donc c'était la capacité à avoir du pouvoir sur sa vie, hein, d'avoir le contrôle, si on veut, sur la vie, et la capacité d'accéder à cette information-là pourrait accroître le pouvoir sur la vie, tant et aussi longtemps que l'information est en effet de qualité et fiable, et également que les façons d'y accéder sont accessibles. Donc, on pense aux technologies actuelles. Sont-elles vraiment à portée des populations qui pourraient en bénéficier le plus? Donc, c'est un peu ce genre de questionnement qui nous ont amenés à regarder qu'en disait la littérature, qu'en disait la science, parce qu'on en parle beaucoup depuis plusieurs années de cette révolution, du potentiel d'éthique afin de soutenir l'empowerment des personnes, éventuellement le vieillissement en santé. Mais qu'en est-il réellement? Donc, il y a un concept qui est très, très important. Puis je regarde Carole, qui en est une experte ici. Je n'ai pas pris ta définition, mais j'aurais pu également. Donc, la littératie en santé, c'est un concept qu'on connaît, mais on parle de littératie en E-santé, qui réfère à la capacité de rechercher, de trouver, comprendre et évaluer l'information provenant de sources électroniques et d'appliquer cette information, cette connaissance, pour répondre à des problèmes de santé ou bien de nous guider afin de prendre des décisions reliées à la santé en général. Donc ça, c'était adapté de la définition de Norman et Skinner. Alors, cette mise en contexte nous amène à poser le but de la recherche, de l'exercice qui avait été réalisé. En fait, c'était pour explorer quel était le rôle des technologies de e-santé. J'utilise le terme technologie de e-santé, ceux qui étaient présents hier à la soirée là, de Nomade, pour les 10 ans de Nomade. Donc, j'expliquais un petit peu que c'était un terme parapluie. Donc, dans e-santé, on peut comprendre l'ensemble des technologies d'information et de communication appliquées au domaine de la santé. Je suis désolée, je n'ai pas remis la définition ici. Donc, ça peut être les outils, l'ordinateur, Internet, les outils, les téléphones mobiles, un site Internet. Ça peut comprendre, bon, comme je parlais, la téléphonie moderne, là, le smartphone. Ça peut comprendre les tablettes, ça peut comprendre un site, une information qui est sur Internet, la prise de données à distance, donc toutes les questions de télémonitoring. On inclut également des aspects du ambient assisted living, donc toute la domotique là, qui peut être tant et aussi longtemps que cette information-là, ces technologies-là sont utilisées pour la santé. Donc, c'était pour ça que j'ai pris le terme e-santé. Alors, je ferme la parenthèse. Donc, explorer le rôle des technologies de e-santé
pour soutenir le vieillissement en santé. Donc, je vais changer de main, ça commence à peser. Et ça, dans le but d'informer les décideurs. Ce qui arrive, c'est que bien souvent, on va faire des recherches dans notre coin et on est déconnecté des réalités, dans le sens où, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a des initiatives, parfois qui sont vraiment, on parle de bottom-up, donc qui émanent d'un besoin de quelques cliniciens qui désirent changer les choses, qui désirent faire petite révolution au niveau local. Mais trop souvent, ces initiatives-là se heurtent au niveau de la décision des politiques, si on veut. Donc, dans le cadre de ce projet-là, on désirait vraiment pouvoir fournir une information fiable afin de rendre compte des possibilités, puis de peut-être faire certaines recommandations afin d'aller chercher l'appui au niveau plus politique, plus stratégique. Politique, je ne parle pas nécessairement du ministre de la Santé. Si on avait votre ministre de la Santé, ça serait peut-être différent, mais comme si on peut se permettre, quoique là, c'est retransmis, j'espère que ce n'est pas retransmis au Québec, mais on parle des décideurs, que ce soit dans les organisations, donc les gestionnaires, ceux, en fait, qui prévoient, qui font les plans stratégiques en termes de prestations de soins. Également, on voulait informer les professionnels, ceux qui, dans le quotidien, ont à vivre avec les nouvelles technologies, avec des projets qu'on leur propose, afin de savoir est-ce que c'est une bonne chose et comment on devrait utiliser ces outils-là. Mais aussi, on voulait informer les personnes âgées, les proches, pour démystifier un petit peu les technologies qui pourraient apporter des bénéfices. Parce que j'ai entendu également dire que souvent, c'est beaucoup poussé les proches qui veulent avoir la technologie pour être tranquille. Donc, savoir que la personne âgée va profiter de la meilleure technologie possible et un petit peu avoir l'esprit plus tranquille et penser de bien faire parce que, justement, on utilise la dernière technologie. Cependant, ce n'est pas nécessairement toujours en phase avec les besoins. Donc, je pense que d'un côté, de regarder qu'est-ce que la recherche, qu'est-ce que les connaissances nous disent sur les technologies, mais pour le faire, le parallèle éventuellement avec les besoins réels. Donc, c'était le but de ce projet-là qui se poursuit. Donc, ça, c'était la première étape que je vais présenter. C'était sous forme d'une synthèse de connaissances, une revue systématique de la littérature sur les données probantes, donc données qui viennent d'études scientifiques, afin de voir quelle était l'efficacité des interventions de e-santé pour favoriser le vieillissement en santé. Et dans le deuxième temps, mais c'était que ces connaissances-là qui nous viennent de la littérature, comment les traduire afin de proposer des solutions qui seraient acceptables et réalistes et faisables dans les systèmes de santé, puis de décrire quelles seraient les caractéristiques de telles interventions. Donc, c'est vraiment en deux phases. Pour la première phase, donc la revue systématique, ceux qui ne sont pas très familiers avec les revues systématiques, je vais brièvement, j'imagine qu'il y en a qui le sont, là, je vois quelques sourires. La méthodologie était basée sur la collaboration Cochrane, donc qui est une des organisations internationales qui a vraiment développé les méthodes en revue systématique. Donc, le protocole était enregistré dans une base électronique qui s'appelle Prospero. Ce que ça permet de faire, c'est-à-dire on prévoit ce qu'on va faire, on l'enregistre et ça laisse une trace, en fait, de ce qui était prévu puis de ce qui a été fait en bout de ligne. Donc, pour pas qu'en cours de route, on change. C'est un peu pour garantir la qualité du processus qui va être fait. Et l'autre avantage d'enregistrer la revue systématique, c'est pour éviter de dupliquer. Donc, que plein d'équipes de recherche travaillent sur le même sujet dans le monde. Alors, ça vise un partage de connaissances également. Et dans les revues systématiques, il y a ce qu'on appelle un PICO. Donc, qui est une façon un peu de standardiser, de poser la problématique, où le P signifie la population. Donc, ici, on s'intéressait aux adultes âgés de 50 ans et plus. Pourquoi 50 ans? Il y a certaines définitions qui disent qu'à 50 ans, c'est le début de l'âge avancé. Et aussi par le fait que, comme on s'intéresse au vieillissement en santé, c'est des jeunes vieux, bien sûr, ou des vieux jeunes. Mais
Comme c'est en promotion, si on veut, on est dans une perspective salutogénique. Donc, comme on vise à maintenir une santé, donc c'est bien qu'on s'intéresse à des populations plus jeunes. On aurait même pu inclure tout adulte de 18 ans et plus, parce que même les enfants, c'est plutôt dans la vie qu'on prépare le vieillissement en santé, bien entendu. Mais là, il fallait quand même qu'on restreigne un petit peu. Donc, on visait des populations déjà considérées comme étant des adultes plus âgés. L'intervention, le I est pour intervention, la E-santé, donc je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être très, très large comme définition. Cependant, on avait exclu des interventions qui étaient purement de télémédecine ou de téléconsultation, tout ce qui était clinique, en fait. On l'a exclu. Donc, le C est pour la comparaison. Donc, quelle était l'intervention comparée à notre intervention de santé? Donc, ça pouvait être toute autre intervention qui n'était pas basée sur la technologie ou les soins usuels. Et dans certains cas, il n'y avait pas d'intervention. Donc, si on pense à une intervention en promotion de la santé auprès de retraités, par exemple, d'une entreprise, bien, le groupe contrôle recevait aucune intervention, alors que le groupe expérimental, lui, avait accès à un site ou une application pour favoriser la pratique d'activité physique, par exemple. Le O est là pour le terme anglais « outcome », donc qui est un peu les résultats d'intérêt. Donc, on couvrait à la fois des résultats santé et des résultats de bien-être ou de satisfaction, qualité de vie. Le S qu'on ajoute pour le study design, en fait, on a fait la revue de littérature uniquement sur des interventions expérimentales ou quasi-expérimentales. C'est pas parce que le qualitatif devrait être dénigré, mais disons que c'était plus pour explorer ce qui s'était fait, parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'écrits de petits projets ou de plus de projets de démonstration faisabilité où il y a des données qualitatives, mais afin d'aller vraiment plus au niveau de l'efficacité. Lorsqu'on parle de quelle est l'efficacité, donc on se rapporte plutôt à des essais, essais randomisés, par exemple, ou quasi expérimentaux, qui sont des groupes, avec un groupe contrôle, avec des mesures avant-après. Donc, c'était nos critères d'inclusion. Donc, pour ce qui est des étapes comme telles, on a recherché dans cette base de données, là, je ne vous les nommerai pas toutes, on les voit tout à l'heure, mais bon, PubMed, CINAHL qui est en sciences infirmières, Embase, PsycInfo, aussi des social work. Donc, on essaie de couvrir plusieurs disciplines. 2 personnes ont procédé à une sélection de façon indépendante de l'ensemble à partir des titres, des résumés des études et ensuite de ça en lisant les textes complets. Également, on a utilisé ce qu'on appelle une grille d'extraction pour recenser les informations concernant les études, qui a été fait également de façon indépendante par 2 personnes. Pour ce qui est de l'évaluation de la qualité, donc c'est important lorsqu'on fait des revues systématiques de la littérature, ce qui distingue une revue systématique d'une revue de littérature ou recension des écrits, c'est le côté d'évaluer la qualité des données qui nous sont présentées. Alors, par l'utilisation de certains outils, on est en mesure de dire est-ce qu'on peut avoir confiance dans les résultats qu'on nous présente? Et cet outil-là, c'est un outil qui évalue le risque de biais. Donc, est-ce qu'il y a des possibilités que les résultats soient faussés? Donc, ça nous amène à mettre en perspective, si on veut, les résultats qui sont présentés ensuite. Donc, c'était l'évaluation de qualité, si on veut. Et pour ce qui était de la synthèse, pour la première étape, on a fait une synthèse narrative qui est plus descriptif, si on veut, d'écrire telle étude a démontré tel effet. Une méta-analyse est prévue, on n'a pas encore complété, mais pour faire une méta-analyse, il faut s'assurer que le résultat, le outcome, là, soit équivalent, donc que les études aient à peu près mesuré la même chose, ce qui nous permet de combiner ensemble le résultat quantitatif. Donc, voici le résultat qu'on a obtenu de la recherche documentaire. Donc, il y a eu plus de 7000 titres qui sont ressortis avec nos stratégies de recherche, la provenance
principalement de Medline, etc. On a pu en supprimer beaucoup parce qu'ils n'étaient pas pertinents avec notre PICO là, que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, c'était quand même assez facile d'exclure ces études-là. Donc, on a pu identifier 60 études potentiellement pertinentes et qui ont été lues au complet par 2 personnes. Et on a fait ensuite une dernière sélection où on a éliminé celles qui n'étaient pas santé, celles qui n'étaient pas sur le vieillissement santé, le devis d'études n'était pas expérimental, ou ce n'était pas des personnes âgées. Donc, finalement, il y a 17, on parle de publication. Ici, publication, en général, c'est un article scientifique, un article publié dans un journal scientifique, mais ça peut être également une thèse ou un proceeding, un abrégé de conférence. Donc, on dit 17 publications, mais ces 17 articles-là décrivaient 11 études. Donc, ça veut dire que parfois, une équipe de recherche va publier 4-5 articles, mais qui présentent les résultats de ça, les mêmes projets. Parfois, c'est par exemple le résultat préliminaire, mesure après 1 an, mesure après 2 ans, où on présente des résultats sur je sais pas moi, résultats sur la santé physique, puis dans un autre article, on présente résultats sur la santé mentale. Alors, en plus de ça, on a regardé, on a fait, c'est ça, des recherches manuelles. On a regardé la liste des références des études incluses. Et ce diagramme-là présente ce qui a été fait l'an dernier. Tout récemment, on a fait une mise à jour parce que comme on voulait publier ce que vous voyez là, bon, c'est pas encore publié, mais on a voulu faire une mise à jour et j'ai pas mis la nouvelle donne, mais il y a eu deux autres études qui ont été ajoutées. Donc, si vous êtes intéressé par la recherche, on est en train de finaliser l'article et en bout de ligne, ce seront 13 études. Mais pour l'instant, je vous présente seulement les résultats des 11 études. Et je vous dirais d'ailleurs que ça ne changera pas beaucoup les conclusions. On pensait qu'il y aurait peut-être plus de nouvelles choses, mais bon. On verra. Alors, résultat, parmi les 11 études, il y en a 5 qui ont été réalisées aux États-Unis. Donc, c'est quand même là où il se passe le plus de projets en termes de vieillissement, de technologie pour favoriser le vieillissement actif et en santé. Il y a quand même 6 études réalisées en Europe. Il y en avait une en Suisse, mais la plupart aux Pays-Bas. Donc, les Pays-Bas, la Belgique sont quand même assez actifs dans ce domaine-là. Il y a quand même eu pas mal de financement des équipes aux Pays-Bas qui travaillent sur ce sujet-là, et une au Royaume-Uni. Et il y en a une une étude qui touchait à 3 pays. Donc, ici, en Europe, avec les projets européens, donc c'est facile, même c'est favorisé d'avoir des projets de recherche dans différents pays. Donc, les études qui étaient... la première étude publiée sur le sujet, étude expérimentale, d'accord? Il y a eu des travaux précédemment, mais moi, je vous parle d'études expérimentales. C'était en 2008. Ici, 2015, il faudra corriger parce qu'on a fait la recension, on l'a mise à jour, donc on inclut des études de 2016. 2017, on verra là, si on fait une nouvelle mise à jour, mais il y avait déjà, seulement l'année 2016, il y avait 2 nouvelles études. Donc, c'est un champ qui évolue très rapidement. Alors, ce que je vous disais, c'est ça. Dans les 2 nouvelles études qui ne sont pas incluses, il y en a une aux Pays-Bas et une aux États-Unis. Donc, ça ne change pas vraiment le profil, si on veut, des connaissances. En termes de résultats, concrètement, les interventions de e-santé, quelles sont-elles? Alors, on a pu catégoriser vraiment en deux domaines qui sont couverts. Dans un premier temps, c'est comment on va favoriser l'utilisation d'Internet ou des outils comme les réseaux sociaux de façon générale, dans la vie quotidienne. Donc, apprendre aux personnes âgées à utiliser les ordinateurs, à utiliser les tablettes, les téléphones intelligents maintenant, et à se connecter, si on veut, à travers les plateformes sociales, donc ce qu'on appelle les fameux réseaux, les Facebook et Twitter et Pinterest de ce monde. Donc, il y a 3 études qui ont porté là-dessus. Et on devait distinguer d'interventions qui visaient davantage la promotion de la santé. Donc, promotion de la santé, c'est un terme très, très large, on s'entend. Donc,
comme étant vraiment de promotion très générale à même aller jusqu'à, si on veut, la prévention tertiaire, donc pour éventuellement des personnes qui ont déjà une maladie, mais pour favoriser éventuellement une meilleure adaptation. Et il y a beaucoup plus d'études, et également dans les études plus récentes, donc ce domaine-là en promotion de la santé. Et il y a deux, je dirais, médiums deux médias qui sont utilisés. Les études plus anciennes, on parlait d'Internet, donc de web-based, si on veut, où typiquement, on donnait une adresse, un site Internet, la personne allait sur le site, devait se loguer, là, donc ça fonctionnait beaucoup comme ça. Et dans les études plus récentes, donc je dirais 2012 et aujourd'hui, donc la tendance est vraiment sur les applications mobiles, qu'elles soient sur téléphone ou sur tablette. Donc on voit vraiment une tendance aussi. C'est un domaine qui évolue rapidement. Alors, pour ce qui est de la première catégorie, utilisation d'Internet ou des réseaux sociaux, alors c'est un mini résumé, comme je vous disais, les références sont à la fin s'il y a une étude qui vous intéresse particulièrement. Donc là, je vais passer assez rapidement. Ici, on voyait que c'était des études qui visaient soit de donner de la formation aux personnes âgées, pour utiliser le web, l'Internet, l'ordinateur. Également, les promouvoir, si on veut, le fait qu'ils se connectent sur les réseaux sociaux. Donc, c'était soit carrément Facebook, ou bien, dans un cas, la première étude, ils avaient développé une plateforme spécifique pour leur projet de recherche. Pour ce qui est, je pense que je vais pouvoir, si vous désirez, là, que la présentation, si vous ne voulez pas prendre des notes, là, on pourrait envoyer une copie, si vous le désirez, là, à Pauline, le PDF comme ça pour les références et tout, ça sera peut-être plus pratique. Donc, pour ce qui est de la deuxième catégorie, sur les interventions en promotion de la santé, alors là, il y avait beaucoup plus d'études et beaucoup plus aussi, c'est là où on retrouve des études de plus grande envergure, donc beaucoup plus de participants. Et c'était quand même ça tournait beaucoup autour de l'activité physique. Donc, on pensait tout à l'heure, vieillissement, santé, les trois grandes dimensions ou aspects physique qui prend plus la place que le côté plus cognitif ou plus social, si on veut. Donc, ici, on touchait beaucoup à la promotion de saines habitudes de vie, surtout activité physique, parfois des interventions combinées, activité physique et nutrition, je crois, qui étaient... ces trois-là étaient vraiment beaucoup plus. Cook, l'étude de Cook, c'est une étude américaine qui avait aussi différents. C'était pour des travailleurs, donc c'est des gens qui étaient plus jeunes, qui étaient encore sur le marché du travail et qui visaient plusieurs comportements de la santé. Les autres étaient beaucoup sur l'activité physique. Parfois, pour des populations un petit peu plus âgées, c'était même encore plus spécifique à des activités qui permettaient d'augmenter l'équilibre. Donc, tout ça un peu en prévention des chutes, augmenter la force et l'équilibre. Donc, il y avait des exercices spécifiques là-dessus. Donc, je passe assez rapidement, mais comme je vous dis, vous pourrez avoir des détails sur les études. Vraiment, on est beaucoup sur les aspects physiques. Donc, qu'en est-il de l'efficacité? C'était notre question du départ. Est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'on a des résultats démontrés? Encore là, on va regarder les résultats selon les deux catégories. Donc, la première, l'utilisation d'ordinateurs et réseaux sociaux, qui devraient influencer les résultats de nature plus cognitive et sociale, les aspects cognitifs sociaux du vieillissement en santé. Ce qu'on retrouve, un peu malheureusement, c'est qu'il n'y a aucun effet significatif. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas utile, mais il faut se rappeler qu'on avait 3 études, que les échantillons étaient petits. Donc, pour ce qui est de la fonction cognitive en général, donc tout ce qui était un peu les interventions pour améliorer la mémoire, la façon de procéder à l'information, il n'y avait pas d'effet significatif. Sur la dépression, non plus. Les activités de la vie quotidienne, non plus. Bien-être, qualité de vie, encore là, pas d'effet significatif.
Il y a quelques effets positifs qui ont été documentés sur un aspect particulier cognitif qui était la fonction exécutive, les contacts sociaux. Donc, parfois, on fait un peu si on veut, le paradoxe, on fait ressortir le paradoxe entre les réseaux sociaux qui serait un peu une façon de... ce qui nous isolerait, si on veut, socialement. Mais en tout cas, l'étude qui a démontré qu'au contraire, le réseau social électronique allait pouvoir augmenter le contact social. Pour l'apprentissage également. Mais l'apprentissage, les connaissances n'étaient pas nécessairement ce qu'on appelle un résultat primaire, là, qui nous était d'intérêt parce que c'est un petit peu... si on veut, périphérique. Ce n'est pas un résultat qui est directement touché là, pour le vieillissement en santé. Et par contre, ce qui est un résultat négatif, un résultat neutre, pardon, mais qui devient positif, c'est lorsque les études démontrent qu'il n'y a pas d'effet néfaste. À savoir, par exemple, est-ce que les réseaux sociaux nous isolent davantage socialement? On n'a rien trouvé à cet effet-là. Pour ce qui est de la deuxième catégorie d'intervention, les interventions de promotion de la santé par Internet ou applications mobiles. Alors, il y a des effets mixtes. C'est pas toujours évident de présenter ça. C'est-à-dire que certaines études ont montré un effet significatif positif. Donc, l'utilisation de la plateforme Internet motivait davantage les gens à faire plus d'activités physiques. Mais il y a d'autres études qui ont montré que c'était le contraire, que ça pouvait même réduire, là, si on veut, pratique d'activité physique. Encore là, il faut prendre ces résultats-là avec beaucoup de précautions. Encore, on avait des petits échantillons, des interventions qui variaient beaucoup. Il y a certaines interventions où c'était des interventions multicomposantes. C'est-à-dire qu'il y avait non seulement un site Internet ou une application, mais les personnes recevaient des rencontres en personne et s'étaient inscrits dans un programme communautaire. Donc, la partie techno était très minime. Alors, c'est pour ça qu'il faut quand même prendre ces résultats-là avec un peu de recul. Et ce qu'on a démontré, en fait, dans une étude, c'est très peu, mais où on a comparé, est-ce que vraiment on peut se fier entièrement à la technologie seulement ou la technologie en combinaison avec une intervention, si on veut, plus traditionnelle. Dans ce cas-là, c'était de remettre de la documentation, par exemple, sur les habitudes de vie. On a démontré que ce qui était le plus efficace, c'était justement la combinaison. L'intervention web toute seule était moins efficace que lorsque c'était combiné. Bon, si j'ai dit papier, mais c'était vraiment une brochure documentation sur les habitudes de vie. Et encore là, on n'a pas observé d'effet néfaste de la technologie. Alors, qu'est-ce qu'on en retient? Qu'est-ce que la science dit de tout ça? En fait, elle ne dit pas grand-chose. C'est un petit peu dommage. Il faut savoir que c'est un domaine en émergence. En recherche, 10 ans, c'est très court. La première étude a été publiée en 2008. Ça ne fait même pas 10 ans. Donc, on voit que c'est un champ, c'est un domaine qui se développe de façon très, très rapide. Le nombre d'études est exponentiel. Et pour aller dans des conférences, il y a une conférence intéressante qui s'appelle vraiment ICT for Aging Well, qui a lieu chaque année. Je ne vais pas faire de la publicité pour eux, mais c'est vraiment un endroit où les chercheurs, puis c'est en grande majorité, je vous dirais, c'est en Europe, où les chercheurs qui s'intéressent vraiment à la technologie puis le vieillissement vont présenter des résultats de recherche. Et c'est fou, là, ça bouge, mais il y a beaucoup d'études qui sont encore en cours en ce moment. Donc, elles sont... Puis par le temps que l'étude, on publie les résultats, ça soit publié, ça peut prendre 2 ans, 3 ans. Donc, ce qui se passe en ce moment, on ne saura pas encore avant quelques années. Donc, je vous encourage vraiment, si vous avez un intérêt, à poursuivre sur ce point-là et peut-être, nous, on va tenter, bien sûr, de continuer à mettre à jour les connaissances. Et donc, je disais qu'il n'y a pas beaucoup de preuves scientifiques en termes des aspects cognitifs et sociaux du vieillissement. Les preuves scientifiques sont limitées. On voit quelques effets pour des aspects, la dimension physique, qui est davantage démontrée. Donc, mais encore là, avec des résultats parfois un peu partagés. Bien sûr, il y a des limites. Premièrement, dans notre étude, dans notre vue systématique, on s'est limité aux interventions, comme je mentionnais,
en promotion de la santé. Donc, on n'a pas vraiment considéré d'intervention qui ciblait une maladie chronique, alors qu'il y en a beaucoup. Par exemple, le diabète, toutes les interventions, une application mobile pour l'autogestion du diabète, on ne l'a pas considéré parce qu'on s'est dit c'est spécifique à une maladie, on voulait plus avoir la perspective générale de vieillissement en santé et pas faire de distinction par maladie. Et il existe des données, il existe des revues systématiques même sur l'engagement des patients avec les technologies, dans le cas des maladies chroniques. Donc ça, vous pourrez trouver d'autres travaux. Nous, c'était vraiment sur le côté plus promotion de la santé. La plupart des études, bien sûr, ont des petits échantillons. Il y avait également beaucoup de niveaux d'attrition, donc beaucoup de pertes au suivi. Là, les gens qui laissent tomber l'étude, peut-être, bon, en raison, c'est des personnes âgées, peut-être qu'il y a les capacités aussi physiques à suivre l'intervention, mais il y a peut-être aussi un manque d'intérêt. Donc, il faudrait explorer davantage. Parce qu'il y a quelque chose en ce qui concerne l'acceptabilité qu'il faudrait évaluer. Et bon, comme je le mentionnais, c'est un domaine qui évolue très rapidement et peut-être que les études plus récentes vont nous apporter des connaissances plus solides. Cependant, là, les 2 études plus récentes qu'on a identifiées ne viendraient pas nécessairement changer les résultats. Donc, on n'apporte pas beaucoup plus encore. On n'est pas encore à, si on veut, des résultats très solides. Donc, je vous parlais, c'était la première étape d'un projet en termes de regarder l'état des connaissances, le niveau de connaissances. Maintenant, c'est un peu dommage parce qu'on n'a peut-être pas le matériel qu'on souhaitait pour faire des recommandations ou proposer des pistes de façon très solide, à part de dire il faut continuer peut-être à explorer, s'assurer de l'adéquation entre les solutions qu'on propose et les besoins. Peut-être que cette question-là devrait être centrale. Et qu'en fait, il n'y a pas d'effet néfaste. Ça peut être un plus, mais ça ne pourra certainement pas remplacer là, les autres interventions. Pour le moment, les résultats ne sont pas assez concluants pour dire il faut embarquer dans cette 4e révolution et que toutes les personnes âgées soient branchées avec leur application pour faire de l'exercice. Là, on n'est pas rendu là, malheureusement, ou heureusement. Pour ce qui est du matériel éducatif, donc c'est un projet aussi qui se faisait en collaboration avec un intérêt pour que les professionnels de la santé puissent intégrer la connaissance sur les outils technologiques. Donc, ce qu'on fera, c'est éventuellement proposer un module de formation qui reprendrait un peu qu'est-ce que c'est, technologie pour le mieux vieillir. Mais encore là, ça devra être fait avec quand même le peu de connaissances qu'on a, mais beaucoup plus pour informer que prescrire, si on veut. Tout en étant prudent. Je pense que ça nous appelle à avoir de la prudence. Donc, comme je vous disais, là, vous avez la liste de références et si vous avez des questions, commentaires maintenant ou sinon, vous pouvez me contacter aussi par mail et on s'assurera là, de vous envoyer une copie si vous en faites la demande. Là, je vise Pauline, mais si ça convient. OK. Merci beaucoup. Je vais prendre une gorgée en attendant. Sur l'échantillon que vous évoquiez, bonjour. Si j'ai bien compris, l'échantillon que vous évoquiez, vous parliez des gens à partir de 50 ans et plus. Vous avez aussi montré 50% des études portaient sur l'Amérique du Nord et puis sur l'Europe. Donc, pour moi, il y avait 2 aspects, et donc vous n'encluez pas grand-chose, en fait, pour l'instant. Mais est-ce qu'il n'y a pas une dimension à la fois démographique, puisqu'on parle d'une population plutôt de 50 ans et au-delà, et puis en même temps culturelle. Je ne connais pas bien l'Amérique du Nord, mais il y a des disparités d'appréhension de ces technologies-là entre l'Amérique du Nord et puis l'Europe, je suppose. Et ça, enfin, est-ce que vous l'avez pris en compte ou est-ce que c'était... Enfin, voilà, j'ai des interrogations sur cette méthode-là, quoi. Oui, bien, en fait, c'est très intéressant comme commentaire. Donc, on voit, c'est presque 50-50 entre l'Europe et c'est ça, 5 études aux États-Unis, 6 en Europe. Et pour avoir regardé
en détail, écoutez, on n'a pas trouvé nécessairement de différence culturelle. Ce qui arrive, c'est que peut-être les études américaines étaient plus sur la promotion de l'activité physique, mais il y en avait également en Europe. Et je pense pas qu'il y ait une question d'acceptabilité différente. J'ai pas analysé en profondeur, mais de mémoire, je crois pas que ce soit une question culturelle. C'est peut-être plus une question générationnelle. Il faudrait faire une analyse en sous-groupe, regarder par exemple moins de 65 ans versus personnes plus âgées. Mais comme on a très peu d'études, ça devient un peu compliqué. J'imagine que ça va être plus de l'explorer de façon qualitative, en termes, comme je mentionnais, de regarder les éléments d'acceptabilité qui sont très importants. C'est ce qui ressort, je crois. Il faut s'interroger encore là-dessus. Puis l'aspect culturel pourrait être une piste à regarder. Peut-être juste, moi, vu que j'ai le micro, je vais profiter de poser une question. En fait, j'ai deux éléments à vous demander. Un premier élément du point de vue méthodologique, je voulais juste savoir concrètement comment est-ce que vous avez fait pour éliminer vos 6979 données à partir de la non-pertinence PICO. Ça, c'est un peu technique. L'autre chose, je voulais savoir si dans les études que vous avez réalisées, au niveau des différentes applications qui étaient proposées par rapport aux activités physiques, s'il y avait des incitatifs. C'est-à-dire, on voit notamment en Suisse se développer toute une série d'outils qui sont mis à disposition gratuitement, notamment par les assurances maladie, qui justement, si les gens font plus que tant de pas par jour, reçoivent des points ou parfois des réductions pour je ne sais quel type de service qu'ils proposent. Donc voilà, je voulais juste avoir des précisions à ces deux sujets-là. D'accord, merci. Donc pour la première question, en fait, comment on a fait pour éliminer tout ça? Lorsqu'on fait une revue systématique, on essaie d'être quand même très large dans la recherche de mots-clés. Alors, ça amène beaucoup de bruit parce que justement, comme c'est un domaine, c'est pas très spécifique, on s'est ramassé, on a fait des recherches, tout ce qui était avec des termes technologie. Donc, on arrivait avec de la technique, là, vraiment des machines. Ça avait, juste en regardant deux mots du titre, Automated Transmission of a Motor, c'est vraiment très large parce qu'on n'a pas juste regardé on a regardé 7 bases de données à toutes sortes de domaines. On élimine ça rapidement, là. Je vous dis, c'est le bruit, c'est enlever le bruit, essentiellement. Mais ça nous permet, on est certain qu'on n'en a pas échappé, comme on dit. Et ensuite de ça, on vérifie avec les listes de référence. On vérifie les études qui ont cité celles qu'on a incluses. Et je pense qu'on n'en a pas perdu parce que ce qu'on retrouvait comme référence était toujours autour de ces essais-là. Deuxième question. Les incitatifs, oui, ça a été exploré. Est-ce que donner des incitatifs augmentait si on veut, la participation? Et je suis désolée, j'ai pas le résultat, là, j'ai pas analysé cet élément-là, mais en effet, certaines études avaient des systèmes d'incitatifs. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'en général, beaucoup de gens abandonnent. Et même s'il y a des incitatifs, je pense qu'il faut aller au-delà de ça que d'avoir des points ou quoi que ce soit, là. Si on prend, en général, l'utilisation d'incitatifs en promotion de la santé, c'est en soi une intervention. Donc là, ce serait 2 interventions combinées, comprenez? Donc, il faudrait regarder est-ce que l'ajout d'un incitatif améliore encore la performance. Mais c'est une question très pertinente. Je pense qu'on devra l'explorer. Merci. Il y avait une question en avant. Bonjour, merci. Très intéressante présentation. J'ai une question, c'est plus une curiosité en fait. Ça concerne toutes les applications, je dirais plus serious game, de type brain training, avec lesquelles je me suis personnellement amusé. Et je me suis toujours demandé, est-ce qu'il y a des études qui ont démontré s'il y a une efficacité, notamment sur les capacités cognitives, est-ce que ça apporte des améliorations? Donc, comme vous avez une grosse base de données, je pense que vous avez vu pas mal de titres, d'articles. Est-ce que la question, c'est juste, il
il y a des études qui démontrent une efficacité. Il y a des études déjà. Oui, il y a des études, un peu la même démarche qu'on a fait ici. J'ai vu, c'est récent, une revue systématique sur Serious Games pour le fonctionnement cognitif, et ça porte essentiellement là-dessus. Nous, dans notre recherche, on n'a pas considéré spécifiquement là, les jeux, je ne sais pas comment vous le dites en français, là, serious game, le jeu... Je pense serious game. Jeux sérieux, ça se dit? Ouais, OK, bon. Les jeux sérieux, on l'a pas... ce que je veux dire, c'est qu'on ne les a pas nécessairement exclus, parce qu'il y en a une étude là, qui est un petit peu dans ce domaine-là. C'est une équipe, puis d'ailleurs, eux ont fait beaucoup... Ballesteros, ici, la première référence, là, si on regarde, ils ont publié, eux, des études qui sont spécifiquement avec des serious games là, pour l'entraînement cognitif. Là. Mais on ne l'avait pas nécessairement inclus là, comme étant une des catégories. Mais je dirais que ça serait peut-être la troisième catégorie. Si on avait à refaire... par contre, je sais qu'il y a eu une revue systématique toute récente, là, je pense que ça est sorti en 2017. Vous pouvez le chercher, là, sinon, contactez-moi, je l'ai gardé, qui porte essentiellement sur les jeux sérieux pour l'entraînement cognitif, puis surtout afin de prévenir le déclin cognitif. Donc, le outcome, c'est prévention du déclin cognitif. L'intervention, c'est les jeux sérieux. Mais là, souvent, c'était plus le jeu en soi. C'était pas tant la technologie, mais le jeu, comme, je sais pas, on leur fait... il y a un jeu de mémoire, là, des cartes mémoire, mais en fait, c'est pas la technologie comme telle, c'est plus le jeu qui devient l'intervention. Vous comprenez? La frontière est très, très fine dans ces domaines-là. Hein? C'est toujours en transformation. Mais pour répondre à votre question, il existe des études, il existe même des synthèses de connaissances, et nous, on n'a pas vraiment considéré ce monde-là des serious games. Est-ce que ça répond? Oui, merci. Okay, merci. Oui, bonjour, Stéphane Gobron de la Chevarque Ingénierie. Merci beaucoup pour votre super speech. C'était très intéressant. Alors, je rebondis sur la première question et puis sur la dernière question. Dans notre monde, alors moi je suis plutôt serious game, clairement, et puis gamification, on a un petit peu une règle qui dit la chose suivante. Si la personne n'a pas utilisé un outil dans son adolescence et puis un petit peu plus jeune adulte, on remarque que quand la personne est plus âgée, elle en a une appréhension. Et un gros problème d'utilisation, et souvent c'est directement, les symptômes, c'est en fait un abandon de l'utilisation. Donc vous avez utilisé beaucoup d'études qui touchaient à la technologie, et c'est la plupart du temps peut-être des gens qui n'ont pas utilisé cette technologie dans ce qu'on appelle les 15-25 ans. Alors en serious game, en tous les cas, c'est clair qu'on ne veut pas faire de serious game pour les personnes très âgées, parce qu'on sait qu'on n'aura pas d'impact, parce qu'ils n'ont jamais utilisé ça quand ils étaient plus jeunes. Donc à partir de 2020, on pense qu'on aura ce que vous appeliez les jeunes vieux ou les vieux jeunes, donc les 55-65 qui arrivent et qui auront utilisé à peu près dans les années 80, voilà. 80 les jeux vidéo. C'est nous. C'est nous, ouais. Gros. Donc dans pas longtemps, super. Donc ça sera super, on pourra l'utiliser. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement un biais par rapport à votre grande démonstration? Finalement, en fait, on regarde qu'il n'y a pas eu d'impact, parce que peut-être qu'ils n'ont pas connu cette technologie avant, un peu comme les serious games. Voilà. Merci. Je crois que merci pour votre question. Remarque et complément d'information. En fait, c'est ça, c'est l'adéquation entre ce qu'on veut, ce qu'on imagine, ceux qui développent les technologies, et les besoins réels. Cette adéquation-là n'est pas optimale. Et c'est là, justement, le haut taux d'attrition, l'abandon s'explique beaucoup pour ça. Il y a quand même des études qui ont démontré que c'était faisable, que les personnes âgées pouvaient accepter les technologies, mais de là à dire qu'ils vont maintenir l'usage sur le long terme, il y a quand même peu de recherches concluantes. Je pense que c'est là où
votre domaine aide également là, à voir, il faut que ce soit développé selon ce que les gens, ce avec quoi ils sont habitués de fonctionner. Donc, oui, c'est tout à fait juste. Une question. Bonjour, Max Monti de la Haute École Arc Ingénierie. En complément à ces mêmes questions, pour ma compréhension, le choix des échantillons, de la population de l'échantillon, si j'ai bien compris, donc c'était des gens qui n'avaient jamais vu d'ordinateur avant, ou est-ce que c'est des gens qui avaient une certaine habitude déjà pour d'autres, parce qu'il y a des gens de plus que 50 ans qui utilisent professionnellement l'ordinateur. Donc l'étude porte sur les gens qui sont complètement à jeun, qui n'ont aucune computer literacy, ou est-ce qu'il y avait des segmentations par niveau de formation, par habitant en ville ou dans les milieux ruraux? Oui. Sur l'échantillon, comment était choisi l'échantillon? En fait, il y a les deux. Parce que moi, ce que je rapporte 11 études. Chaque étude est différente. Et dans certaines études, les gens avaient déjà utilisé des ordinateurs. Dans d'autres, ils étaient complètement à jeun. Donc, ça dépend. Ça dépend. On n'a pas encore... Comme il n'y a pas beaucoup de résultats, c'est difficile de faire encore là de segmenter les résultats. Comme avec la question pour les incitatifs tout à l'heure. Alors, je pense on va se poser la question, mais à part de le dire de façon qualitative, on n'aura pas vraiment de preuves. Est-ce que c'est plus efficace chez les gens qui sont computer literate, comme on dit, là, ou ceux qui sont pas là, sont néophytes, là. Donc, ça peut... Lorsqu'on aura plus de données probantes, donc vers 2020, lorsque les jeunes vieux seront des utilisateurs de technologies pour mieux vieillir, on aura plus d'études de bonne qualité. Ça va être possible de répondre à ces questions-là. Mais comme je le disais, ça prend quand même du temps avant d'accumuler assez de connaissances pour répondre à ces questions spécifiques-là. Mais moi, je prends des notes, là. Ça va être vraiment des éléments à explorer, là. Donc, vraiment trouver les profils de personnes qui vont le plus profiter de ces interventions-là. Parce que j'ai mentionné, ça ne pourra pas remplacer. Ça pourra être un complément, mais pour qui risque de mieux profiter finalement des outils technologiques, on ne le sait pas vraiment encore. On a certaines idées, donc ça prend des gens qui sont déjà ouverts ou familiers avec les outils informatiques, mais on ne peut pas savoir hors de tout doute. Ça va? Vous avez levé la main devant et derrière. Oh. Véronique Giraud, qu'en est-il de la crainte de l'utilisation des données qui fait que peut-être les gens se disent « Ok, je donne des données pendant 2 semaines, mais après, je les garde pour moi ». C'est fort intéressant également, l'utilisation des données. Qui gère ces données-là? Bien souvent, c'est des applications. Là, parfois, c'est des systèmes commerciaux. OK? On ne sait pas qu'est-ce qu'il y en est fait des données. C'est pas quelque chose qui est beaucoup abordé dans les études. Donc, la recherche va souvent dire, bon, on a donné tel système aux patients pendant 2 semaines, ils ont rempli tout ça. Mais l'utilisation des données, ça demeure en général peu documenté. On fait comme un peu abstraction, mais pourtant, il y a beaucoup d'enjeux en termes de protection des données. Je pense que c'est le type de questions qu'il faut se poser. Puis ça peut être une crainte aussi de certaines personnes qui ne veulent pas partager leurs données personnelles parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Donc, je n'ai pas de réponse pour vous, à part de dire que c'est un enjeu puis il faut s'en préoccuper. Merci. Derrière. Okay, vous l'avez déjà. J'ai déjà récupéré le micro. Bonjour, Olivier Chirlin de la Haute École Arc Santé. J'aurais une question de curiosité, puis peut-être une autre de précision derrière. Par rapport à vos bases de données interrogées, est-ce qu'il y a une base de données qui ramène plus dans le pool final d'articles? Oui. Avec Medline, là, vous aviez beaucoup d'études. Je n'ai pas fait l'étude de sensibilité, voir si les 11 études se retrouvent dans Medline, mais je serais prête à gager que si c'était à refaire, là, on laisserait tomber là, les petites bases de données qui amenaient beaucoup moins. Eric, qui est celle en éducation, PsycInfo, Social Work, je ne pense pas qu'ils ont contribué beaucoup, là, mais il faudrait que je fasse l'analyse. Ça peut être intéressant là, comme
pour informer ceux qui font des revues systématiques, mais il me semble de mémoire, là, en général, pour les revues systématiques, on suggère de prendre minimum 3 bases de données. Là, on a voulu être plus large, puis comme le thème était vieillissement, donc on était à la frontière aussi parfois du social et du santé. Il faudra voir qu'est-ce qui est le plus coût efficient. Merci, c'est une bonne observation, oui. Sur la question PICO maintenant, par rapport à la population, vous savez qu'il y a toujours ces débats, je suis neuropsychologue, donc je connais un petit peu la question, sur les MCI. Est-ce que dans la définition du critère P, ça a été pris en compte? C'est-à-dire, est-ce que ce sont des personnes qui n'ont apparemment pas de troubles cognitifs? Est-ce que ce sont des personnes qui ont des troubles cognitifs et pour le coup, le déclin est peut-être différent à corriger? Est-ce que ça a été... Parce qu'il n'y a pas de RCT dans la fin, finalement, dans le pool final de l'article. Il y a très peu de RCT ou pas? Ce sont presque tous des RCT. D'accord. Presque tous, sauf un de mémoire, qui est une étude contrôlée là, avant-après. On n'a pas mis de restrictions par rapport aux troubles cognitifs, mais à part de dire, je pense qu'on a enlevé ceux que c'était troubles cognitifs graves. Parce que, justement, on visait le côté promotion de la santé. Donc, par exemple, il y a certaines technologies pour les personnes atteintes de démence avancée, là, qui vont, j'ai vu, là, par exemple, qui vont mettre de la musique pour rappeler des souvenirs ou des photos. On n'a pas, je me souviens de quelques études comme ça qui me reviennent à l'esprit. On les a pas considérées, là, justement, en se disant... donc, c'est une population particulière. On essayait d'éviter une population avec une maladie spécifique. Mais ça arrivait, par contre, que dans les études, dans le pool de participants, il y avait des gens qui avaient certains troubles cognitifs, mais de mémoire, là, je pense que troubles cognitifs graves étaient exclus. C'est vrai que dans la reality orientation thérapie ou dans la réminiscence thérapie même, il y a beaucoup de technologies qui sont utilisées dans la stimulation cognitive. Et puis là, c'est vrai qu'il ne faut pas les intégrer dans le bien-être et le vieillir. C'est un autre domaine. Je pense que ça vaudrait la peine aussi, ce que vous dites, reminiscence, là, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, là, thérapie. Je crois qu'il se fait beaucoup de choses également. Là. Il y a même des les robots émotionnels ou les robots. Ce type de technologie, oui, c'est vrai. Mais c'est un autre champ là, tout à fait. À explorer. Oui. Désolé, c'est encore moi, mais je suis très curieux. Donc, les résultats ici montrent que l'impact, somme toute, est quand même très limité sur des outils qui, en principe, étaient destinés à avoir un impact. C'est-à-dire, est-ce que les études ont compris pourquoi l'impact était si limité? Est-ce qu'il y a des raisons qui sont avancées de cet échec? Oui, bien, tout à fait. En fait, les principales conclusions viennent un peu de ça. Les études, bien souvent, l'échantillon même à la base, donc petit échantillon, peut-être manque d'adéquation entre la technologie puis l'utilisateur. On peut parler d'un petit peu un problème en termes de, je dirais, maturité. Le mot maturité me vient souvent en tête, qu'on n'a peut-être pas laissé assez, si on veut, maturer ces technologies-là, puis les adapter au contexte des utilisateurs. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce qu'il ne faut pas voir aussi la technologie comme une fin en soi. Donc, les études qui ont dit on va donner un accéléromètre aux personnes, puis on va leur dire d'aller marcher plus, sans rien d'autre, sans leur donner d'autres choses pour qu'ils modifient. C'est des personnes âgées qui ont déjà leur routine. Alors, est-ce que ça va changer leur vie de leur donner une petite bidule à se mettre à la ceinture? T'sais, la façon de penser les interventions peut-être était déficiente, si on veut. Donc, et comme je le dis, je répète, c'est un domaine assez nouveau. Donc, il faut laisser le temps que les interventions deviennent un petit peu plus solides. J'aurais plein d'autres explications. Moi, c'est sûr que je viens aussi du domaine en promotion de la santé. Très peu d'études ont utilisé des cadres théoriques pour changer les comportements. Donc, j'en ai pas parlé, là, mais c'est une des caractéristiques. Si on fait une intervention pour modifier un comportement, puis on n'a pas d'assises
Donc, il n'y a aucune logique sur quel ingrédient actif, comme on appelle, va jouer sur tel déterminant, puis va changer le comportement. Très, très peu d'études ont théorisé, si on veut. Il y aurait beaucoup de possibles explications au manque d'effets observés, finalement. On vous suit par webcast grâce à la communauté du savoir. Alors, il y a des commentaires de gens, d'internautes qui vous suivent, qui vous remercient pour votre intervention. Et il y a Frédéric qui vous pose une question. Je fais le porte-parole de ce qui tombe sur le chat là. Quelle solution permettrait d'améliorer l'utilisation des nouvelles technologies par les personnes âgées? Demande Frédéric. Oui, bon, ben c'est bien qu'il y ait la participation de la communauté virtuelle. Donc, merci Frédéric, qui est là dans le cloud. On salue Frédéric. Donc, en fait, il n'y a pas de miracle, là. Je pense que le fait qu'on travaille avec ici les gens d'ingénierie, tout le domaine de l'utilisation, du développement centré sur l'utilisateur, là. Nous, au Québec, on essaie de tout dire en français, là, mais usability, user-centered, mais j'aime pas trop ça, mais bon. Parce qu'on n'a pas encore, le dictionnaire français n'arrive plus à suivre l'évolution des champs. Donc, toute cette approche-là, qui, maintenant, on reconnaît l'importance, au lieu de dire, bon, on a une solution, quelqu'un qui veut bien faire pense, OK, il y a une application qui a l'air bien, on va la proposer aux personnes âgées sans penser qu'il faut l'adapter. Maintenant, le réflexe, ce serait plus de dire, on va travailler avec les utilisateurs et on va voir de quelle façon, ça va être quoi la grosseur des caractères, quel genre d'image vous voulez avoir, est-ce qu'il faut avec tactile ou il faut avoir un stylet parce que ces personnes-là sont moins à l'aise à pitonner avec les doigts qu'à tenir un crayon. Toute cette question-là de vraiment développer la technologie pour que ce soit cohérent avec les façons dont les gens fonctionnent. Donc, je dirais, c'est pour ça. Donc, si on développe vraiment des technologies adaptées, ça ne va pas tout changer, là. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, tout le monde va se mettre à les utiliser, mais ça va aider. Ça va diminuer cette première résistance en disant oh, je ne suis pas habituée, là, un peu comme vous disiez, j'ai pas utilisé des manettes ou même le tactile pour moi qui suis plus de la génération des années 80. Là. Déjà, le tactile, c'est pas naturel. C'est pas naturel. On voit, là, donc personne âgée, donc adapté à l'utilisateur. Ça va? Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions virtuelles. OK, il y a peut-être je ne sais pas, là, pour le temps, une dernière question peut-être? Oui. Alors, j'ai peut-être une question. Christian Moreau, je suis soignant à Nomade. Actuellement, Nomade participe à une étude Swissco, qui est très intéressante. Et dans vos études, je me pose juste une question. Est-ce que vous prenez également les habitudes de vie de la personne âgée, ses déplacements, son social et tout? Parce que c'est bien sympa de savoir... au niveau des jeux intelligents, comment ça va, mais également, est-ce que vos études prennent en compte leurs habitudes de vie, leurs déplacements, leur site social? Parce qu'on sait très bien que le cognitif a aussi un rapport avec l'activité, avec l'isolement et tout ça, quoi. Oui, très intéressant. Alors, je ne sais pas si le projet auquel vous participez a une composante technologique, mais c'est certain qu'idéalement, dans notre définition, la définition qu'on retient de vieillissement en santé, la dimension sociale est fondamentale. Ça fait partie des piliers, si on veut, du vieillissement en santé. Cependant, il y a quand même peu d'études, là, du moins dans celles qu'on a retrouvées, qui considéraient le côté social, qui avaient des résultats sur le nombre de contacts. Il y en a une ou deux là, dans celle-là. Je peux pas la première, là, Ballesteros, leurs travaux regardent un petit peu ça. Regarder si le fait d'être branché sur un réseau social, ensuite, avait un impact sur le nombre de contacts avec les pairs, mais en face à face. Je ne sais pas si le déplacement a été mesuré dans une étude, de mémoire, je ne me souviens pas, mais en effet, c'est fondamental et très peu d'études le documentent. Donc, si j'ai une recommandation à faire, c'est oui, la dimension sociale a été peu
mesurée, c'est important. C'est important parce qu'elle est reliée au cognitif et au physique, mobilité. Donc, on veut faire marcher les gens, mais ils vont marcher pour quoi? Pour aller voir les amis au café, oui, mais encore faut-il qu'il y ait des amis qui soient là. OK, bon. Mais super bonne, je veux dire, bonne observation, puis tout à fait, il faut en prendre compte. Je suis tout à fait en accord avec ça. Puis j'espère que dans vos études, là, c'est une dimension qui va être documentée parce que ça l'est très peu. Alors, ça va? Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Question fort intéressante. Voilà, donc ça marche. Donc je vous invite tous à prendre la pause, un café qui est juste à côté à l'entrée pour 30 minutes.